Mais votre petit frère, là, et le coup de la grenade, c'était quoi ça Ah oui. déjà? Eh bien, c'est-à-dire que nous, on se levait la nuit, on allait. On a fait des trucs, mais pas possible. On se couchait sur les véhicules, parce que les Allemands, ils revenaient du front russe, un métaux vert. Et dans l'ancienne gare, ils garaient leurs véhicules. Il y avait des sentinelles qui poursuivaient toutes les, je sais pas combien, tout autour. Puis nous, on se levait, on couchait sur les voitures, on défaisait les bouchons d'huile, des boîtes de vitesse, des ponts arrière. Et les cotonniers avaient, si on veut, quoi, des petits graviers qu'ils mettaient sur la route de temps en temps. On prenait les petits graviers, on essayait de les mettre dans les boîtes et tout, mais ça ne rentrait pas. Et puis, un beau jour, on s'est aperçu que les Allemands faisaient des petits temps les côtes de Jugon. En cas de gel, qu'il fallait donc, des tas de sable, ils étaient marqués Furglates, un nom comme ça, normalement. Et avec des petits sauts, il faudra encore passer pour des gosses, des petits sauts de plage, c'est notre pelle. Alors là, le sable, il rentrait bien dans les boîtes. On faisait un entonnoir avec un journal en forme d'entonnoir, puis on glissait pour mettre les bouchons. Si bien que les Allemands ils tombaient en panne, mais loin de là, donc Oui, dans la ils ne pouvaient boîte de pas vitesse. incriminer, ils pouvaient pas, et pour la guerre, ils pouvaient incriminer que c'était nous. En plus, il y avait des sentinelles. Puis on s'était aperçu que les Allemands avaient fait dans la gare, il y avait un quai avec une grande bâtisse, comme dans toutes les gares, vous savez. Ça fermé par un énorme portail qui faisait je sais pas combien de haut, très lourd. Chaque portail faisait 150 kilos, moi. Et relié au milieu avec un cadenas. Alors il y avait un des portails par derrière qui avait une tige de fer qui le condamnait, mais l'autre côté était plus amovible. Si bien que nous, on avait amené un grand levier, on avait soulevé la base, c'était monté roulette en haut, et en bas, c'était sur des rails. On a déraillé le bas, on l'a écarté un petit peu, si bien que mon frère, qui était plus petit, il a pu rentrer dans le local, et puis il m'a amené des munitions, surtout des munitions qu'il y avait. Il y en a des munitions que, par l'autre gouvernement. Puis à un moment donné, il s'est mis, j'ai entendu qu'il disait des gros mots, tout ça. Ma main, en tentant pour les munitions, parce qu'il n'y a pas de lumière, hein, il avait trempé la main dans un seau. Alors, quand il est ressorti, on a remis le portail en place. Puis à ce moment-là, on s'est aperçu qu'il avait la main toute rouge. Sa main était rentrée dans un seau de peinture. Et pour s'essuyer, il s'était essuyé contre les caisses de munitions. Et alors on a remis le portail en place. Et le lendemain, les Allemands ne comprenaient rien. Ils ouvrent leur portail, et puis qu'est-ce qu'ils voient? Des traces de peinture un peu partout. Et ils n'ont jamais su comment on était rentrés. On avait un porte-ferraille, et à côté, on a ramené dans la nuit les munitions près du porte-ferraille, qu'on a recouvert d'une tôle. Puis le lendemain matin, on va avec le copain qui s'appelait Léon Montrel, pour récupérer ses munitions. Arrive un Allemand c'était une grande pente, vous savez que la route nationale surplombait. Il s'amuse à dévaler cette pente. Il met le pied sur la tôle qui abritait les munitions. La tôle est ripe. La partie s'affalait à 2-3 mètres de là. Alors nous, on faisait mine de jouer comme des gosses, quoi. L'Allemand, il s'est relevé, il n'a même pas regardé derrière lui, les munitions étaient à découvert. Une chance, une phénoménale. Ah. Oui, alors le coup des grenades, là, c'est pareil. Là, c'était pas la nuit, il commençait à faire nuit. Et on était intrigués parce qu'un Allemand avait creusé un trou, il avait une grande caisse avec lui, une caisse enfin comme ça. Et puis on s'est aperçu que c'était comme des petites tuiles rougeâtres, et qu'il voulait mettre dans le trou qu'il avait creusé.
Alors, intrigué, on regarde l'Allemand nous faisait, nous, allez, bon, on s'en va. Puis quand même, on se dit, mais qu'est-ce qu'il peut faire? On revient. Oh, l'Allemand, il attrape un de ses conduits, il le balance, ça s'est enflammé. Alors là, une lumière vive, grande flamme. Alors mon frère, qui avait donc des culottes courtes, avait une chaussette qui était descendue, brûlé assez gravement à une jambe, quoi. On a carapaté. On a eu chaud, on n'aurait plus crié là. Oui, les voyous de Jules, le maître d'école est devenu le chef des FFI, quoi, les FTP, FFI, tout réunis. Nous, on a eu ordre d'aller au combat, mon groupe. On est tombé sur la nuit, un convoi allemand, il était au moins 300. On a tiré à bout portant. On a descendu 45, c'est même ça. Et notre chef, il s'est dit, on a tiré, mais il y avait un autre groupe qui était plus loin, qui avait tiré un peu, mais très peu. On avait hâte de tirer et nous replier aussitôt. Et d'autres groupes attendaient au fur et à mesure tout le long de la route. Et alors, notre chef, on a tiré, mais les copains qui étaient plus loin, on a peut-être tiré dessus en même temps, mais c'est pas possible, puisqu'ils avaient ordre de se replier à travers le champ derrière. Alors, mais il est parti quand même, têtu. Hein. Oh, peu de temps après, il avait une carabine américaine. On a entendu tirer. Et des rafales, des grenades, tout ça explosé. Alors, si bien qu'on n'avait plus de chef, ben, on est resté. Toute la nuit, les Allemands qui étaient en face, on a tiré. Alors les Allemands, ils nous situaient pour bien, on avait enlevé on était dans un champ, on avait enlevé la barrière, on avait la route en enfilade. Alors les Allemands lançaient des grenades, ça tombait à droite et à gauche, si bien qu'ils essayaient de nous cerner, ils sont tués plus ou moins entre eux, allez voir. C'est bien qu'au petit matin, ils sont partis. On est resté à 7 ou 8. Alors, donc on va voir, il y avait du sang partout, des vélos, il y a un cheval qui s'était apeuré, qui s'était échappé dans la nuit. Et alors on va un peu en reconnaissance, on trouve notre chef qui était là, il a reçu une rafale. Il y avait sa carabine qui était enrayée, il y avait une douille qui était coincée dans la culasse. Il était tombé la tête d'ailleurs sur la carabine pleine de sang. Bon, on l'a ramené au maquis, quoi. À peine qu'on est parti, les Allemands sont revenus avec des camions. Ils ont mis le feu aux maisons. Et alors, il était temps qu'on parte. Et alors, bon, puis, ça s'est terminé. Non, ça s'est terminé pas tout à fait comme ça. L'après-midi, hors de retourner au combat, parce que dans les FFI, beaucoup ne savaient même pas que c'était qu'un fusil. Donc, ceux qui allaient au combat, c'était plutôt des aguerris, quoi. Donc, on en faisait partie avec le fusil mitrailleur et tout ça. Et alors, c'est bien que le midi, avant de repartir, notre capitaine, qui nous dirigeait, nous félicite et nous dit, vous aurez tous une citation à l'ordre de l'armée. Et alors, en me parlant, il me dit, toi, je te nomme caporal. Bon, et on retourne au combat. Non, on met en position un Piat. Un Piat, c'était un engin contre les chars et contre les véhicules, quoi, avec une petite chercheuse, enfin bon. Et une voiture allemande passe, il y en a un ou deux qui ont tiré, mais le Piat n'a pas pu tirer vu que la voiture est passée comme ça. Alors, notre capitaine nous dit, on est mal placé, il faut prendre la route en enfilade pour le Piat, quoi, pour être sûr d'avoir les véhicules. Il descend sur la route. Oh, il n'avait pas vu, il y avait une voiture allemande qui suivait, une automitrailleuse, criblée de balles, les branches qui tombaient partout. Puis j'ai vu le capitaine qui a fait un demi-tour sur lui-même et qui est tombé. Et tout le monde s'est repris. Puis je dis, mais c'est pas tout ça, mais notre capitaine il est blessé, il faut aller le chercher. Et puis les Allemands étaient occupés plus loin, on arrive au prix de notre capitaine. Et alors moi, le copain, il n'attrape pas les pieds, moi je n'attrape pas. On s'est aperçu qu'il était mort.
pas par les épaules, mais il était lourd. Hein. Les Allemands reviennent, nous tirer dessus. À ce moment-là, les copains, ils sont là, ils lâchent les pieds, tout. Alors je me suis retrouvé seul avec le capitaine. Alors j'ai réussi à, comme je le tenais, j'ai réussi à le traîner dans le fossé. Puis il y avait des branches qui avaient été coupées par les arbres. J'ai remis des branches par-dessus. Et puis je dis, je ne peux pas rester là, je ne peux pas remonter dans le bois. Alors il faut que je traverse la route et que je saute par-dessus le talus, mais il y avait 2 mètres, 3 mètres à sauter. Alors j'y vais, puis vraiment de sauter, j'ai eu un petit réflexe, une rafale les Allemands avaient pris une rafale de mitrailleuse. La rafale arrive, alors j'étais prêt à sauter, une balle sur la rotule, ma cartouchière volée, puis je saute quand même. Les Allemands après me poursuivent, et puis avec la voiture, ils ne pouvaient pas de la route me tirer, quoi. Ils sont descendus et il y avait dans les champs, vous avez des grands talus. Alors de talus en talus, j'en faufilais, les Allemands me suivaient. Puis à la fin, je dis, j'en ai marre, et ils veulent savoir où je vais pour aller trouver le maquis. Alors je me suis recaché à ce moment-là, j'avais pris un peu d'avance, malgré que j'avais mal aux genoux. J'étais les vêtements déchirés, il y avait les ajoncs, tout ça, ça me piquait, j'étais plein de petites piqûres partout. Je me mets derrière un talus, puis je vois les Allemands, il y en a un, il monte sur un talus, puis il essaye de voir s'il m'apercevait. J'ai pris mon fusil, j'ai tiré. Oh, l'Allemand est tombé, je ne voyais plus après que les bottes qui bougeaient comme ça. Je dis, il a dû prendre, je ne sais pas s'il est mort, mais enfin. Et puis à ce moment-là, ça les a freinés, je suis resté à me carapater. Et j'arrive à mon ancien camp, soi-disant qu'il était encerclé par les Allemands, la plupart étaient partis d'un autre campement que moi j'ignorais. Mais seulement il y avait un FFI qui était là, il m'a vu de loin, j'avais du sang, vu la boue, enfin j'étais méconnaissable, il m'a pris pour un Allemand, il me tire, il me loupe. Alors, il s'appelait Brisbard, le mec. Alors, à la fin, il m'a reconnu, oh, ben t'es joli, t'as manqué de me descendre. Oh ben, je t'ai pris pour un boche. Il m'a loupé. Puis personne, nulle part. Les filles étaient parties d'un autre campement que moi j'ignorais. Le lendemain, quand j'ai réussi à retrouver l'endroit, le chef, l'ancien inspecteur, une troupe de déserteurs. J'y avais pas mal. En plus que j'étais pensé pour mort, mon père était parti dans la nuit avec une équipe dont Jean Bieu me cherchait, mais il ne pas trouvé forcément. Il y avait d'un côté un camp, de l'autre côté il y avait un autre camp. C'est-à-dire il y avait FTP et les FFI. Et c'est bien que mon chef direct, qui était tué d'ailleurs, moi j'obéissais à ses ordres, mais pas à l'autre. Et au deuxième parachutage qu'il y a eu, mon chef me dit, tu ne laisses rentrer personne. Parce que quand les parachutes sont largués, il y en a qui sauvent, d'autres qui ne sauvent pas. S'il y a des copains qui sont là pour attendre les armes, que ça retombe sur le nez, peuvent être tués et tout, donc on ira recueillir les conteneurs qu'une fois le largage terminé. Donc on avait des ordres tout autour du parachutage, laisser rentrer personne. Et comme dans les parachutages, surtout des femmes, venaient pour récupérer des parachutes, pour se faire des chemises, enfin, toutes sortes de choses, il est venu vers moi, une des femmes qui fréquentait donc l'état-major, qui a voulu rentrer au parachutage. Alors je dis, je regrette, non, c'est pas. Oui, petit con, pas penser comme ça. Réellement, traité de tous les. J'avais quand même 17 ans, quoi. Tout ce qui peut être dit arrive quelque temps après le commandant. Donc, il dit, t'as pas voulu laisser passer mes femmes. Mes femmes. Je dis, non, j'ai des ordres. Les ordres, tu m'as guidé. Il me dit, non, moi, j'obéis à ta selle, j'oublie. Ah, mais c'est comme ça, je vais te haranguer. Il avait un colt. Il sort son colt et puis, il met la main dessus.
Moi j'avais une mitraillette, j'ai mis la mitraillette sur l'avant. Premier trinqué, ce sera pas moi. À ce moment-là, les copains qui étaient autour, ils sont venus avec moi. Puis tous, mitraillette sur notre chef, qui était à moitié, faut dire qui est. Bon, moi je payais, il rentrait, il me fait, je dis oui, mais le colt, il va rester là. Il a laissé son colt. Et donc votre groupe, à vous, vous étiez dans les FFI, Oui, et les autres c'était les FTP. voilà. Ouais. Tout mon groupe était décimé, c'est-à-dire que celui qui avait été tué, il avait trois parents dans ce groupe, qui ont voulu s'occuper du corps et tout, et c'est bien qu'ils n'ont pas pu revenir avec nous attaquer les Allemands. Or, on a nommé quelques autres avec nous, dont un juif, on a des histoires avec ce juif. Inouï, qui a tué avec lui. D'ailleurs, je l'ai rencontré dans un truc, mais c'est même pas pour ça. Il s'appelait comment cet homme-là? Eh bien, c'est trois juifs qui étaient recueillis à Jugon par une dame qui a été déclarée Juste parmi les nations. Juste, voilà. On va donc attaquer les Allemands. Et puis, alors qu'on se faufilait le long des fossés, il y avait donc mon cousin, celui qui avait pris donc le commandement de notre groupe, qui avait hérité de la carabine de celui qui avait été tué, que j'avais nettoyé plus ou moins, et qui était plein de sang. Et en approchant d'un bois, de loin, on entend un cheval qui hennit. On a reconnu le hennissement du cheval des Allemands qu'on avait attaqués le 2 août, dans la nuit du 2 ou 3 août. Et là, c'était le 4 ou 5. Les Allemands sont là. Alors forcément, notre groupe qui nous suivait, on ne les a pas trop vus. Et les Boches, si bien que mon oncle Émile et moi, on était en uniforme, parce que j'avais été habillé en uniforme en anglais, vu que j'avais plus d'uniforme, les miens étaient déchirés, et puis de sang. Alors j'avais un uniforme anglais avec le blouson, tout, et lui aussi il avait l'uniforme anglais. On se faufile à travers les boussailles, on tombe sur tout un camp allemand. Et alors, on les pointe. Alors, ils lèvent les mains, ils ont cru qu'on était des Anglais. Parce qu'ils ne voulaient pas se rendre Aux Français. ils ne voulaient pas se rendre terroristes, comme ils disent. Et alors, bon, ce qui était curieux, c'est que ces Allemands étaient armés de fusils de l'armée de 14 française, des Lubel. Et notamment un, bon, je dis, dans le Saint-Turon, il dit non, il défait son champignon sur le Saint-Turon, et il met en verre, et il le remet. C'est-à-dire que les cartouchiers ne pouvaient pas y accéder. Dès qu'ils voulaient les ouvrir, les cartouches tombaient par terre. L'ensemble des Allemands ont fait ça, puis à ce moment-là, les autres copains qui nous suivaient, ils ont nommé Napoléon, je me rappelle, surnommé Napoléon. Ah, c'est les prisonniers, les Allemands, ils se sont demandé ce qu'il allait devenir. Et puis on les ramène au camp, donc le camp Négris, ça s'appelait. Et alors, moi je dis, tiens, un fusil de belge, je vais le garder en souvenir. Alors j'ai mis le fusil de belge, c'est des grands fusils, je l'ai mis sur mon dos, puis on ramène les prisonniers. On arrive au camp, il y avait un civil qui est en train de se faire massacrer par les FFI ou les FTP. Et soi-disant, c'était un milicien qui s'était déshabillé, qui avait mis revêtu une tenue civile. Et il racontait comme quoi il tuait les gens à coups de pied, à coups de poing, à Rennes, dans les... Alors bon, et les Allemands, quand ils ont vu que l'autre était en train de se faire, il était plein de sang. Alors le commandant on a dit, non, vous êtes Allemand, lui, les Français, c'est pas pareil. Par la suite, les Allemands sont occupés tout Gigon. Et dans la nuit du 3 ou 4, ils ont voulu mettre le feu à Gigon. Ça avait fait ni plus ni moins comme au Radour. Alors c'est bien que les habitants sont partis, ils ont été campés au bord du lac.
Et nous, on est arrivés après, les Allemands étaient, si vous voulez, campés dans Jugon, ligne mitrailleuse, sur la hauteur côté de l'eau, et nous, on est en face, sur la hauteur de l'école. On était nez à nez, comme ça, regardez. Et dans la nuit du 5 au 6, les Allemands ont déménagé. On est arrivés, finalement. Alors, avec mon groupe, on est rentré aussitôt dans Jugon. On est rentré dans la mairie, on a trouvé en grenier un vieux drapeau, très, très moche d'ailleurs, français. On a fait le tour du pays avec le drapeau. Et donc, il y avait encore des Allemands tout autour. Hein. Et petit à petit, c'est là que j'ai pris des photos d'ailleurs. Et petit à petit, les habitants sont rentrés quand ils ont vu qu'il n'y avait plus trop d'Allemands, qu'on ne peut encore l'après-midi. Mais c'était comme ça. Et justement, à cause de ça, en 1970, il était érigé un monument à Jugon pour la résistance. Et le commandant Cocherel, donc, m'a dit c'est toi qui es rentré le premier à Jugon. Alors, c'est toi qui porteras le drapeau des résistants. Et ce drapeau m'a été remis par Pleven. C'est-à-dire, on a eu ordre, encore une fois, d'aller attaquer les Allemands. Et lui, le plus jeune, qui s'appelait Gérard, des Juifs, il venait à moi et dit oh, mes parents ont disparu, c'est parce qu'ils sont devenus, les Allemands, ils ne savaient pas qu'ils étaient morts. Les Allemands, ils avaient déporté les parents. Et alors, je vais aller combattre, ils ne veulent pas que je rentre, que je rentre de la résistance et tout. Je viens avec toi. Alors, je dis, d'accord. Alors, c'est mon père qui distribuait les armes. J'ai pris une mitraillette, je lui ai donné une mitraillette. Si bien qu'un soir, on va rattaquer les Allemands. Alors on avait abattu des arbres et des poteaux, tout ça, à travers les routes. Et on avait piégé, c'était des mines, quoi, qui étaient simulées en objet courant. On ne savait pas que c'était des mines. Et le plastique, on faisait un cordon autour d'un tombard, on mettait un percuteur qui devait péter une minute après, on s'éloignait, des fois l'arbre tombait en mon sens et d'autres fois il tombait à l'envers. C'est bien que on va donc attaquer les Allemands, et nous, il nous met en retrait pour changer en couverture. Alors on avait donc abattu un arbre. Et puis, moi j'avais réellement envie de dormir, alors je dis au juif, qui s'appelait Gérard, Gérard, tu veux monter la garde, tu te mets derrière l'arbre et puis tu vois si les Allemands arrivent et tout. Puis alors je lui dis, montrer comment ça va être sans mitraillette. Oui, t'en fais pas. Puis moi je m'endors sur un tronc de caillou qui est à côté. Et puis, au bout de, je sais pas, une demi-heure, il vient à moi et me dit, hé, j'entends du bruit en face. Là, j'ai dit, mais tu dis qui va là? Alors, bon, il retourne, il revient. Je vais vous dire qui va là, ça répond pas. Ah, viens, ça peut être des Allemands. Alors, bon, je l'accompagne. Alors, j'ai dit, ben, t'es dit, qui va là où je tire? Qui va là où je tire? Puis vraiment, entrer du bruit. Il y avait une haie, et puis il y a des mecs qui sont cachés derrière. Ben, je dis, ben tu vas voir, oh ben non, alors, ben, on y va. Alors, je m'accompagne, derrière la haie, il y avait une vache. Mais il avait quel âge? Ah ben il avait de l'âge de mon frère, donc il avait 15 ans. Ah, il était bien jeune. Ouais. Alors bon, après la libération du pays, on est retourné au Cap-Fréhel, parce qu'il y avait une poche allemande au Cap-Fréhel. Et alors il nous accompagne. Et on arrive, nous c'était le 15, les Allemands. On avait fait un prisonnier allemand officiellement,
qui s'est proposé pour aller discuter avec les autres Allemands pour se rendre. Alors il y a eu d'autres initiatives prises, mais lui, il est allé. Donc les autres Allemands ont voulu le fusiller tout d'abord. Et puis il leur a dit bon, d'accord, ils ont vu que c'était inutile de résister, que les Américains étaient arrivés avec des chars d'ailleurs. Et il dit bon, ben d'accord, mais pas avant 1 heure, dans 1 heure. Bon. L'Allemand est revenu nous dire. D'ailleurs, il a été déclaré prisonnier libre. Et il est venu d'ailleurs travailler chez nous après la libération, en attendant d'être remobilisé pour repartir dans les légions étrangères. Et alors, on avait ordre, donc si on veut, j'ai récupéré les armes, mais c'était détruit plus ou moins. J'ai réparé un petit canon allemand automatique avec un copain. On a réussi à le réparer. On a tiré sur un rocher en face à Caffarel, il marchait impeccablement. Puis il a ramené des bouts de pistolets, de fusils, des fusils sur les crosses cassées, sur les culasses enlevées. Et puis j'ai réparé. Et à ce moment-là, la plupart de ceux qui n'avaient jamais tiré au fusil, j'aurais appris à servir des fusils. À un moment donné, il y avait une petite plage en dessous. Il fallait faire de l'alpinisme, descendre du Caffarel par les falaises, aller pouvoir se baigner. On baignait tout nu d'ailleurs. Et je m'étais mis à mettre des grenades à manche sur la plage, à les planter comme ça. Et du haut, je faisais tirer ceux qui avaient une arme, des grenades, et aucune n'a explosé. Alors c'est drôle, vous tirez mal les gars. Et alors on profitait pour aller se baigner. Alors des gens sont venus en nous disant, si vous allez vous baigner, n'y allez pas avec les armes. Parce qu'avec l'eau de mer, c'est très mauvais. Alors j'étais quand même descendu, puis je me suis aperçu que les grenades étaient criblées de balles et n'avaient pas sauté. Bien qu'ils étaient criblés de balles. Alors je dis, mais quand même, il tire mieux quand même que je pensais. Le juif, là, il me dit, ah, je suis embêté, j'ai voulu tirer aussi moi, avec ma mitraillette. Marche pas. Je marche pas. Alors je regarde la mitraillette, elle est pleine de sable. Ben, je dis, elle ne peut pas marcher, elle est complètement pleine. Tu nettoies, puis elle va marcher. Bon, peut-être 3 jours après, j'ai dit, mais ta mitraillette marche. Non, marche pas. Je regarde, il n'y a pas que de ferraille. Je dis, mais qu'est-ce que t'en fais? Ben, j'ai nettoyé, et il est descendu dans la mer, il a nettoyé la mitraillette dans la mer. Alors, je lui dis, mais et la mitraillette, elle est morte. Et c'était à son tour de monter la garde. T'as pas un fusil, Edouard. J'avais récupéré un Moser, mais il n'y avait pas de culasse. Et j'ai un fusil qui monte la garde. Il a monté sa garde avec le fusil. Il était content. Oui. Alors il me dit, mais la culasse, où elle est? Alors je dis, ben les Allemands, on balançait les culasses dans les champs de mine. Oh, d'un coup, qu'est-ce que je vois, le laquais? Il va dans les champs de mine chercher une culasse. Alors je dis, mais attention, c'est miné. Alors là, dans le champ de mine, une patte comme ça, il me jette. On y va chercher. Il y avait de la bruyère, mais c'est pas facile. Et puis les mines, on les voyait pas. Alors j'ai rampé jusqu'à lui, puis je fais ramper, revenir. Et puis alors, par la suite, on est rentré donc à l'état-major qui était sur la place. Et j'étais toujours, si vous voulez, à monter la garde devant l'état-major. J'avais notamment un parabellum, un légère parabellum que j'avais réparé tout, monter la garde avec. Et puis, tout d'un coup, je vois Gérard, le juif qui vient, il avait une couverture sous le bras. Et petit rentrer. Tu rentres, l'état-major est là, tu peux les voir, quoi. Oui, ah, mais j'en ai pour 1 minute, il me fait, bon. Il rentre, il ressort 5 minutes après, toujours sa couverture, son bras, mais je dis, mais ta couverture, mais qu'est-ce que c'est que ta couverture, toi? Il fait, oh, la curiosité, j'ouvre la couverture,
une belle mitraillette toute neuve. Il était allé rentrer dans la maison. Il avait pris une mitraillette et mis la sienne à la place. Alors, l'histoire de réellement avec lui, c'était marrant, réellement marrant. Et donc ils n'ont jamais retrouvé leurs parents, les trois garçons là. Ah non, ils ont été déportés.